Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des inventions les plus curieuses et les plus influentes du Moyen-Âge européen, la loterie. Dans ce documentaire, vous découvrirez comment un système créé pour résoudre une crise financière dans une petite ville flamande s'est transformé en un phénomène qui a traversé les siècles et les continents. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. L'année est 1440. Dans les rues étroites et sinueuses de Bruges, une ville portuaire prospère située au cœur de la Flandre, l'air est chargé de tension. Les marchands marchent d'un pas pressé le long des canaux qui coupent à la ville comme des veines d'argent, mais leurs visages révèlent une préoccupation qui dépasse les affaires quotidiennes. Quelque chose s'est produit, quelque chose qui a ébranlé les fondations de cette communauté et qui exigerait une solution sans précédent. Bruges, à cette époque, était l'une des villes les plus riches d'Europe. Ces tisserands produisaient des tissus de laine si fins qu'ils étaient convoités par les nobles de tout le continent. Ces banquiers brassaient des fortunes qui finançaient des guerres et construisaient des cathédrales. Ces ports accueillaient des navires chargés d'épices d'Orient, de vin de France et de laine d'Angleterre. C'était une ville où l'argent coulait comme l'eau de ses canaux, où les guildes d'artisans détenaient un pouvoir qui rivalisait avec celui de la noblesse locale elle-même. Mais tout ce pouvoir avait un prix. Les guildes, organisations qui réunissaient les travailleurs de chaque métier, étaient devenues si influentes qu'elles commençaient à défier l'autorité du duc lui-même. Et lorsque le conflit entre les intérêts des artisans et les désirs de l'aristocratie atteignit son point d'ébullition, la violence fut inévitable. La révolte éclata dans les rues de Bruges comme un incendie consumant de la paille sèche. Les membres des guildes, frustrés par des impôts qu'ils jugeaient injustes et par des restrictions sur leur commerce, prirent les armes. Des magasins furent pillés. Des propriétés furent détruites. Le sang tacha les pierres des places où, en des jours meilleurs, les marchands négociaient leurs marchandises sous le soleil doré de la Flandre. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, était un homme qui ne tolérait pas la désobéissance. Souverain d'un vaste territoire s'étendant des Pays-Bas jusqu'aux frontières du royaume de France, il avait bâti sa réputation sur une combinaison d'astuces politiques et de main de fer. Lorsque les nouvelles de la révolte à Bruges parvinrent à ses oreilles, sa réponse fut immédiate et dévastatrice. L'amende imposée à la ville fut colossale, une somme si absurdement élevée que même les coffres pleins de Bruges ne suffisaient pas à la payer. Les trésoriers municipaux calculèrent et recalculèrent, et les chiffres racontaient toujours la même sombre histoire. La ville était au bord de la ruine financière. Tout ce qu'ils avaient accumulé pendant des générations de travail acharné et de commerce prospère serait englouti par cette punition. Les conseillers de la ville se réunirent lors de séances qui se prolongeaient tard dans la nuit. Les bougies fondaient sur les tables de chêne, tandis que des hommes aux barbes grisonnantes débattaient de solutions qui semblaient toujours leur échapper. Augmenter les impôts était impensable. La population était déjà épuisée et pleine de ressentiment après la révolte et sa répression sanglante. Toute tentative d'extraire plus d'argent des citoyens pourrait rallumer les flammes de la rébellion. C'est alors que quelqu'un, dont l'histoire n'a pas conservé le nom, proposa une idée qui allait changer le cours des événements. Et si, au lieu de forcer les citoyens à payer, on pouvait les convaincre de contribuer volontairement? Et si l'on transformait le paiement d'une obligation odieuse en une opportunité de gain? La ville possédait déjà un système d'enchères pour certains privilèges. Parmi eux, le plus lucratif était le poste de Schröder, les chargeurs de vin qui détenaient le monopole du transport des barils dans le port. Ces hommes avaient le droit exclusif de décharger les barils des navires, de les traîner dans les rues de la ville et de les descendre dans les caves de leurs clients. En échange de ce travail, ils pouvaient percevoir des taxes sur chaque baril passant entre leurs mains, une source de revenus qui rendait le poste extrêmement convoité. Traditionnellement, lorsqu'un Schröder mourait ou prenait sa retraite, sa position était vendue par la ville au plus offrant. L'argent récolté allait dans les coffres municipaux et un nouveau chargeur prenait le poste. C'était un système simple et efficace, mais qui ne bénéficiait qu'à ceux qui avaient les ressources suffisantes pour participer aux enchères. La
Proposition révolutionnaire fut de transformer cette enchère en quelque chose de différent. Au lieu de vendre la position au plus offrant, la ville vendrait des billets à des prix abordables. Chaque billet donnerait à son porteur la même chance de gagner. Peu importait que l'acheteur soit un riche marchand ou un humble cordonnier, chaque morceau de papier portait la même promesse de fortune. En 1441, lorsque le poste du Schröder nommé Peter den Hunt devint disponible, les autorités de Bruges décidèrent de tester leur nouvelle idée. Mais ils allèrent plus loin, une étape qui transformerait un simple tirage au sort en quelque chose de véritablement innovant. En plus du prix principal, la position convoitée de chargeur de vin, ils proposeraient des prix secondaires en argent liquide. Cette décision fut un coup de génie. Beaucoup de gens dans la ville n'avaient pas le moindre intérêt à devenir un Schröder. Le travail était lourd, exigeant et demandait une constitution physique que tout le monde ne possédait pas. Mais l'argent, tout le monde voulait de l'argent. Tout le monde pouvait utiliser de l'argent. Et ainsi, soudainement, un tirage au sort qui n'intéresserait que quelques travailleurs du port se transforma en un événement attirant toute la population. Les billets n'étaient pas bon marché pour les standards de l'époque, coûtant l'équivalent de plusieurs jours de travail d'un artisan ordinaire. Mais ils n'étaient pas non plus d'un prix prohibitif. Un commerçant de taille moyenne pouvait facilement en acquérir quelques-uns. Un groupe d'amis ou de voisins pouvait s'associer pour acheter un billet et partager les gains éventuels. La possibilité était ouverte à tous, et cette inclusion fut fondamentale pour le succès de l'entreprise. Le jour du tirage se transforma en festival. Sur la place principale de Bruges, des ouvriers dressèrent une estrade en bois décorée aux couleurs de la ville. Des trompettes annonçaient le début de la cérémonie, tandis que des centaines de citoyens s'attroupaient, chacun tenant son billet comme s'il s'agissait d'un talisman précieux. Le brouhaha des conversations se mêlait à l'odeur de la nourriture vendue par des colporteurs qui profitaient de la foule pour faire leurs propres affaires. Un enfant fut choisi pour effectuer le tirage au sort. Ce choix n'était pas accidentel. Une main innocente, libre de tout soupçon de manipulation, garantirait que personne ne puisse remettre en question la légitimité du résultat. Avec des doigts tremblants d'excitation ou de nervosité, l'enfant plongea la main dans un grand panier où étaient déposés les noms de tous les participants. Et vint alors la partie qui rendrait ces premiers tirages si mémorables. Les participants n'écrivaient pas leur nom sur les billets. À la place, ils écrivaient des phrases, des proverbes, des vers de poésie ou des commentaires spirituels. Quand le nom était annoncé, c'était en Präsennitz, réalité cette phrase qui résonnait sur la place, provoquant des rires, des applaudissements ou des murmures de reconnaissance. Certains choisissaient des déclarations de foi religieuses, d'autres faisaient des plaisanteries aux dépens de rivaux commerciaux ou politiques. Il y avait ceux qui utilisaient l'occasion pour exprimer des opinions qu'ils garderaient normalement secrètes, protégées par l'anonymat d'un vers énigmatique. Un participant écrivit une phrase qui peut être traduite approximativement par « En Dieu je place mon espérance » et du pape « Je me tiens à distance ». Le commentaire clairement critique envers les autorités ecclésiastiques provoqua un mélange de rires étouffés et de regards nerveux parmi les personnes présentes. Le succès de cette première loterie dépassa toutes les attentes. L'argent récolté aida non seulement la ville à payer une partie de l'amende imposée par le duc, mais laissa également un excédent considérable dans les coffres municipaux. Plus important encore, cela avait créé un modèle qui pourrait être reproduit indéfiniment. Dans les années suivantes, Bruges organisa d'autres loteries. À chaque fois, les prix étaient différents. Parfois, c'était une position privilégiée sur le marché municipal où un commerçant pouvait installer son étal à l'endroit le plus fréquenté. D'autres fois, c'étaient des prix en argent pur et simple. L'argent récolté finançait des projets bénéficiant à toute la communauté. Le renforcement des remparts de la ville, la construction de nouveaux canaux, l'entretien des hôpitaux et des églises. La nouvelle du succès de Bruges se répandit rapidement dans la région. Les villes voisines envoyaient des émissaires pour apprendre les secrets de ce nouveau système de collecte de fonds. Gand, Anvers, Bruxelles, Liège, toutes voulaient reproduire le modèle qui avait transformé un problème financier en une opportunité de célébration communautaire. Le terme utilisé pour décrire ces événements dérivait du mot en moyen néerlandais signifiant destin ou chance.
L'Auterige, comme on l'appelait, portait en soi l'idée que les résultats étaient entre les mains de forces dépassant le contrôle humain, qu'il y avait une justice divine dans l'aléa qui déterminait qui serait béni par la fortune. Au cours des décennies suivantes, au moins 82 loteries documentées furent réalisées dans les Pays-Bas bourguignons et dans la région que nous connaissons, aujourd'hui sous le nom de Belgique. Chacune d'elles suivait le modèle établi à Bruges, l'adaptant aux besoins et circonstances locales, mais conservant les éléments essentiels, des billets à prix abordable, des prix multiples pour maximiser la participation et un tirage au sort public qui transformait l'événement en une célébration collective. L'idée ne tarda pas à franchir les frontières. Les marchands visitant les Pays-Bas emportaient avec eux des récits sur ces tirages extraordinaires. Les diplomates mentionnaient l'ingéniosité des Flamands à trouver de nouvelles façons de financer les travaux publics sans opprimer la population par l'impôt. En quelques décennies, des loteries apparurent en Allemagne, à Rome, à Gênes, à Venise. À Gênes, la loterie prit une forme particulièrement intéressante. La ville italienne avait une tradition de parier sur les résultats des élections au conseil municipal. Les citoyens spéculaient sur les candidats qui seraient choisis, une forme de jeu qui combinait connaissance politique et émotion du hasard. Mais les élections n'avaient lieu que 2 fois par an, ce qui limitait les occasions de parier. Un entrepreneur anonyme eut alors une idée brillante. Et si l'on remplaçait les noms des candidats par des numéros? Ainsi naquit l'une des formes les plus reconnaissables de la loterie moderne, où les participants parient sur des combinaisons numériques au lieu de noms ou de phrases. Pendant ce temps, dans d'autres parties de l'Europe, la loterie était découverte comme un outil de financement pour des projets ambitieux. En Angleterre, la reine Élisabeth Ier faisait face à des défis exigeant des ressources bien au-delà de ce que les impôts traditionnels pouvaient fournir. Le royaume était entouré de menaces. L'Espagne catholique, puissance dominante de l'époque, voyait l'Angleterre protestante comme une hérésie à éradiquer. L'invasion pouvait survenir à tout moment, et le pays n'était pas préparé. Les ports anglais avaient besoin de réparations urgentes. La flotte navale était insuffisante pour affronter les galions espagnols. Les défenses côtières étaient dans un état précaire. Sir William Cecil, l'astucieux secrétaire d'État d'Élisabeth, connaissait bien le succès des loteries aux Pays-Bas. Il proposa à la reine que l'Angleterre adopte le même système. En 1567, la première loterie d'État anglaise fut annoncée. Les affiches placardées dans tout Londres promettaient des prix magnifiques, incluant 5000 livres pour la première place. Élisabeth offrit même aux participants une immunité temporaire contre l'arrestation pour certains crimes mineurs, reflet de temps turbulents. Malgré toute la propagande, la loterie anglaise ne fut pas le succès escompté. Les billets coûtaient 10 chelins chacun, un prix qui excluait la vaste majorité de la population. Lorsque le délai original expira, moins de 10% des 400 000 unités disponibles avaient été vendues, forçant Élisabeth à reporter le tirage. Le tirage eut finalement lieu en janvier 1569, devant l'ancienne cathédrale Saint-Paul à Londres. Le processus fut extraordinairement long. Comme les prix avaient été réduits proportionnellement au nombre de billets vendus, les organisateurs devaient recalculer chaque paiement individuellement. On dit que le tirage complet prit 4 mois pour s'achever, les fonctionnaires travaillant jour après jour pour traiter toutes les entrées. Tout comme à Bruges, plus d'un siècle auparavant, les participants anglais écrivaient également des phrases sur leurs billets au lieu de leur vrai nom. Certaines de ces phrases ont survécu dans les registres historiques, offrant un aperçu fascinant des espoirs, des peurs et de l'humour des gens ordinaires de cette époque. Un participant écrivit une prière pour la santé de ses 20 enfants, une famille étonnamment nombreuse même pour les standards de l'époque. Un autre fit une référence critique au pape, faisant écho aux sentiments anti-catholiques qui imprégnaient la société anglaise après la rupture avec Rome. La loterie d'Élisabeth n'a peut-être pas été un succès commercial, mais elle a établi un précédent important. Elle a démontré que le gouvernement pouvait utiliser le mécanisme de la loterie pour financer des projets d'intérêt national, une leçon qui serait retenue et appliquée dans les siècles suivants. Revenons maintenant sur le continent européen, où les loteries médiévales continuaient d'évoluer et de se multiplier. En Italie, les marchands du XVe siècle avaient développé leur propre version du système.
des loteries commerciales étaient organisées pour vendre des marchandises qui, autrement, pourraient rester invendues dans les entrepôts. Au lieu de simplement baisser les prix, ce qui pourrait nuire à la réputation des produits, les commerçants offraient la chance de gagner des articles de valeur pour une fraction de leur coût réel. Les gouvernements italiens ne tardèrent pas à percevoir le potentiel. Des loteries d'État furent établies dans plusieurs cités-États, chacune adaptant le modèle à ses besoins spécifiques. À Rome, les fonds récoltés aidaient à financer les ambitieuses constructions papales, qui transformèrent la ville en une vitrine du pouvoir catholique. À Venise, l'argent des loteries contribuait à l'entretien du formidable arsenal qui maintenait la République comme une puissance navale en Méditerranée. La manière dont les loteries étaient menées évolua également avec le temps. Certaines villes développèrent ce qui devint connu sous le nom de loterie de classe, un système plus complexe où les billets étaient tirés en série progressive, la valeur des prix augmentant à chaque tour. Il est important de souligner que les loteries médiévales n'étaient pas perçues de la même manière que les jeux de hasard le sont souvent aujourd'hui. Dans la mentalité de l'époque, il y avait une distinction claire entre parier sur des événements dépendant de l'habileté ou de la manipulation et participer à un tirage au sort où le résultat était déterminé exclusivement par la providence divine. De nombreux théologiens de l'époque soutenaient que la loterie était une forme acceptable de distribution des ressources car elle remettait la décision entre les mains de Dieu. Si quelqu'un gagnait un prix, c'était parce qu'il avait été choisi par une force supérieure. S'il perdait, c'était parce que ce n'était pas son destin. Cette justification religieuse aida à légitimer les loteries dans des sociétés où l'Église exerçait une influence énorme sur la vie quotidienne. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses loteries médiévales avaient des fins explicitement religieuses. Des églises et des monastères organisaient des tirages pour financer la construction de nouveaux temples, l'acquisition de reliques sacrées ou l'entretien d'hôpitaux et d'orphelinats. Participer à ces loteries était vu presque comme un acte de charité, une façon de contribuer au bien commun tout en ayant la chance de recevoir une récompense matérielle. Les organisateurs des loteries médiévales faisaient face à des défis logistiques considérables. À une époque antérieure à l'imprimerie à caractère mobile, chaque billet devait être préparé individuellement. Les registres de vente étaient tenus dans des livres manuscrits avec des scribes travaillant de longues heures pour documenter chaque transaction. Le tirage lui-même exigeait une supervision minutieuse pour garantir que personne ne puisse accuser les organisateurs de fraude. La transparence était fondamentale. Les loteries étaient des événements publics précisément parce que la communauté devait témoigner que tout était fait de manière juste. L'estrade dressée sur la place, l'enfant innocent choisi pour faire le tirage, la lecture à haute voix de chaque billet gagnant, tous ces éléments étaient pensés pour instaurer la confiance dans le système. Et cela fonctionnait, permettant aux loteries de développer une réputation de fiabilité qui a garanti leur survie et leur expansion au fil des siècles. Les loteries avaient également une fonction sociale qui allait au-delà de la simple collecte de fonds. Elles créaient des moments d'union communautaire à une époque où les occasions de célébration collective étaient relativement rares. Le jour du tirage était un jour férié informel, une occasion de laisser de côté le travail quotidien et de participer à quelque chose de plus grand que la routine individuelle. Sur les places et les marchés où les tirages étaient effectués, des personnes de différentes strates sociales se mélangeaient d'une manière qui n'arrivait normalement pas dans la société rigidement hiérarchisée de l'époque médiévale. Le riche marchand se tenait aux côtés de l'humble artisan, tous deux également impatients d'entendre leur vers être lus. C'était un niveleur social temporaire, un moment où la fortune pouvait sourire à n'importe qui, indépendamment de sa naissance ou de sa position. Les vers et les phrases écrits sur les billets servaient également de forme d'expression populaire. À une époque où la majorité des gens étaient analphabètes et où la liberté d'expression était un concept inexistant, la loterie offrait une soupape de sécurité. Protégé par l'anonymat d'un proverbe énigmatique ou d'un vers ambigu, un participant pouvait exprimer des sentiments qu'il garderait normalement cachés. Des critiques voilées envers les autorités, des plaisanteries aux dépens de voisins mal aimés, des déclarations d'amour, des lamentations sur la dureté de la vie, tout cela trouvait une expression dans les phrases écrites sur les billets de loterie. Les organisateurs,
en lisant ces phrases à haute voix pendant le tirage, devenaient involontairement les porte-paroles d'un chœur de voix anonyme, chacune racontant sa propre histoire en quelques mots. Il y avait aussi un élément de compétition créative. Avec le temps, c'était devenu une question d'honneur d'écrire la phrase la plus spirituelle, le vers le plus élégant, la blague la plus drôle. Les participants se préparaient à l'avance, polissant leurs créations avant de les inscrire sur les billets. Le moment où leurs phrases étaient lues en public était une occasion de briller devant la communauté, même si personne ne savait exactement qui en était l'auteur. À mesure que le XVe siècle cédait la place au XVIe, les loteries devinrent de plus en plus sophistiquées et réglementées. Les gouvernements comprirent que ce nouvel instrument de collecte de fonds devait être contrôlé pour éviter les abus. Les loteries privées, organisées par des individus ou des groupes à des fins purement lucratives, furent progressivement interdites dans de nombreux endroits. La logique était simple. Si la loterie était une forme de collecte de fonds, les fonds devaient bénéficier à la communauté et non enrichir des particuliers. De plus, les loteries privées étaient plus difficiles à superviser et plus sujettes aux fraudes. En restreignant le droit d'organiser des tirages aux autorités publiques ou à des entités approuvées par le gouvernement, les régulateurs espéraient maintenir l'intégrité du système. Cette transition d'un phénomène spontané et décentralisé vers un instrument de politique publique réglementée reflète une tendance plus large de l'époque. Les États européens devenaient plus organisés, plus bureaucratiques, plus conscients de leur rôle de gestionnaire de la vie collective. La loterie, née du besoin et de la créativité d'une ville en crise, était devenue une institution. Les fonds récoltés par les loteries ont financé certaines des plus grandes réalisations de l'ère. Les hôpitaux qui soignaient les malades et les asiles qui abritaient les orphelins dépendaient souvent des loteries pour leur survie. Des églises qui dominent encore aujourd'hui les horizons des villes européennes furent érigées avec l'argent de billets vendus à des citoyens pleins d'espoir. Les remparts qui protégeaient les communautés des envahisseurs furent renforcés grâce aux ressources collectées lors de tirages publics. C'est un héritage impressionnant pour un système qui a commencé comme une solution improvisée à un problème financier spécifique. Les Temsepinsitel, conseillers de Bruges, réunis dans cette salle éclairée à la bougie il y a près de 600 ans, n'auraient pas pu imaginer l'étendue de l'impact de leur création. Ils essayaient seulement de trouver un moyen de payer une amende sans provoquer une autre révolte. À la place, ils ont inventé l'une des institutions les plus durables et les plus ubiquitaires de la civilisation occidentale. La loterie médiévale était, par essence, une technologie sociale, non pas une machine de métal et d'engrenage, mais un ensemble de règles et de pratiques qui permettaient à une communauté de récolter des fonds de manière volontaire, de distribuer l'espoir de façon égalitaire et de créer des moments de célébration collective. C'était une invention aussi révolutionnaire à sa manière que l'imprimerie ou la boussole, et son impact sur l'histoire humaine fut tout aussi profond. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Certains critiquaient les loteries comme une forme d'exploitation de l'ingénuité des pauvres, d'extraction d'argent de ceux qui pouvaient le moins se permettre de le perdre en échange de promesses improbables de richesse. Ces critiques, qui résonnent encore aujourd'hui dans les débats sur les jeux de hasard, existaient déjà à l'époque médiévale. Mais les défenseurs du système soutenaient que la participation était volontaire, que les prix étaient réels et que les fonds récoltés bénéficiaient à toute la communauté. Un travailleur qui dépensait quelques jours de salaire dans un billet de loterie investissait, d'une certaine manière, dans sa propre ville, contribuant à des projets qui amélioreraient sa vie et celle de ses voisins, même s'il ne gagnait pas le prix principal. C'est ainsi que fonctionnent les grandes innovations. Elles sont rarement inventées d'un seul coup, par un unique génie solitaire. Au lieu de cela, elles émergent de processus collectifs, d'essais et d'erreurs, d'adaptation et d'amélioration progressive. La loterie médiévale fut le produit d'une communauté confrontée à un problème concret, expérimentant des solutions, apprenant des résultats et partageant ce savoir avec d'autres. La prochaine fois que vous passerez devant un bureau de loterie ou que vous verrez une publicité pour un grand tirage, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous des rues étroites de Bruges, de l'amende qui a failli ruiner une ville, de l'idée brillante qui a transformé une crise en célébration. Et si vous avez déjà participé à une loterie, sachez que vous faites partie de cette histoire.
Vous êtes le maillon le plus récent d'une chaîne qui s'étend à travers les siècles, vous reliant aux marchands et aux artisans qui s'attroupaient sur les places médiévales, attendant impatiemment d'entendre leurs vers être lus à haute voix. Vous êtes l'héritier d'une tradition qui a commencé par la nécessité et a fleuri dans l'espoir, qui est né de la crise et s'est transformé en célébration. Tout, comme ces premiers participants à Bruges ne pouvaient imaginer le futur qu'ils aidaient à créer, nous ne pouvons pas non plus savoir où cette tradition nous mènera. De nouvelles technologies apparaîtront, de nouveaux formats seront développés, de nouveaux prix seront offerts. Mais tant que l'espoir humain existera, tant que les communautés chercheront des moyens de s'unir et de financer leurs rêves collectifs, la loterie continuera d'exister, évoluant toujours, mais restant fidèle à son essence originelle. C'est l'histoire des loteries médiévales, une histoire de crise et de créativité, de punition et de célébration, de nécessité et d'espoir. Une histoire qui a commencé sur les places de Flandre et s'est répandue dans le monde, qui a traversé les siècles et reste vivante aujourd'hui. Une histoire qui, d'une certaine manière, est l'histoire de nous tous, de notre capacité à rêver, à nous unir, à transformer ce que nous avons en ce que nous désirons être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous vous remercions d'avoir suivi ce voyage à travers le temps. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le présent est toujours construit sur les fondations du passé et que les innovations les plus durables naissent souvent des besoins les plus urgents. Si vous avez aimé ce documentaire et que vous voulez continuer à explorer les histoires fascinantes qui ont façonné notre monde, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque abonnement nous aide à continuer de produire du contenu comme celui-ci, mettant en lumière les épisodes oubliés de l'histoire humaine. Laissez également votre commentaire en nous disant quel aspect de cette histoire a le plus attiré votre attention. Et n'oubliez pas de partager avec des amis qui aiment aussi découvrir les origines surprenantes des choses que nous considérons comme quotidiennes. Après tout comme les citoyens de Bruges, il y a près de 600 ans, nous construisons nous aussi quelque chose ensemble, billet par billet, histoire par histoire, spectateur par spectateur.